Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 2 de Paris-Nice. On va revenir un petit peu sur cette journée et qui peut s'imposer, la stratégie possible sur cette étape, qui sont les favoris, et puis bien entendu le programme télé, comme vous en avez l'habitude un petit peu sur les grands tours. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas de rubrique histoire. J'ai pas eu le temps de faire une rubrique histoire, ça demande un petit peu de temps. En même temps, il y a Tirreno Adriatico, donc ça demande c'est un petit peu chargé en ce moment au niveau cyclisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos favoris pour cette étape. N'hésitez pas à me dire, par exemple, si vous habitez également sur le parcours, s'il y a des coins que vous connaissez qui vous semblent dangereux, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. N'hésitez pas, si vous pouvez le faire, à mettre un super thanks pour soutenir la chaîne. Et puis EPS 2.0, TikTok également, avec le débrief de l'étape, le débrief en mode express de l'étape tous les soirs sur TikTok. Bon, on commence tout de suite avec cette nouvelle étape pour sprinter sur ce deuxième jour de course. Faire attention au vent parce qu'on est sur la journée du lundi, et la journée du lundi sur Paris-Nice, c'est bordure. Bah, pas vraiment cette année en fait, parce que contrairement à d'habitude où on traverse la Beauce, coin très connu pour le vent, parce que c'est complètement dégagé sur Saulx en cette période de l'année. C'est vrai qu'au mois de juillet, le vent dans la Beauce, il est beaucoup plus faible. Mais au mois de mars, c'est toujours un moment assez difficile, et on se souvient d'étapes, notamment l'année dernière, l'étape qui est arrivée à Orléans, mais assez régulièrement. Voilà, vous avez des étapes dans la Beauce le lundi ou le mardi. On sait que c'est potentiellement des jours à bordure. Et bien là, pas vraiment, parce que cette année sur Paris-Nice, il n'y a pas que le contre-la-montre comme changement. Il y a aussi cette deuxième étape qui, en fait, va passer par le sud de Paris. On va contourner Paris par le sud. Et ce qui fait qu'on aura un parcours pas aussi rectiligne déjà que d'habitude, et puis beaucoup moins à découvert que d'habitude. Alors faire attention, toujours en région parisienne, on passe par des villes, donc il faut faire attention. Il y a de l'aménagement urbain. J'ai l'impression sur la carte qui est, vous savez, la petite vidéo avec la carte faite par ASO, qu'on passe plutôt peu par des villes, c'est-à-dire qu'on essaye plutôt de contourner les grosses villes, à part Saint-Arnoux en Yvelines, et on essaye d'éviter les grosses villes, donc ça devrait être plutôt des grosses routes de type national où le peloton pourra avoir de la place pour se mettre correctement en ordre de marche. Ça veut dire on aura la place pour mettre les trains très clairement, mais il faut toujours faire attention. Donc voilà pour cette étape qui contourne Paris par le sud, mais pas de Beauce cette année sur Paris-Nice. On regarde tout de suite le parcours de cette deuxième étape. Bazainville, Fontainebleau. Bazainville, c'est dans les Yvelines. Fontainebleau, c'est dans le 77. Donc, comme vous le comprenez, on va faire le sud de Paris. C'est ce que je disais en préambule. 164 km, ce qui est plutôt très court pour une étape de Paris-Nice sur le plat. On a décidé de faire une étape plutôt courte. Peut-être parce qu'on s'attendait à ce que ça soit un petit peu nerveux. Bon, le vent en décide peut-être autrement. Bazainville, Fontainebleau. Au bout de 9 km 500, on repasse à Bazainville, et puis ensuite donc on part vers Saint-Arnoux en Yvelines. La première difficulté du jour, la côte de Granges-le-Roi, 1 km 400 à 3,6 de moyenne, côte au kilomètre 64,5. La côte de Granges-le-Roi, vous l'avez à l'image, 1 km 4 à 3,6 de moyenne. C'est vraiment pour mettre une côte. Je sais même pas pourquoi, elle est marquée 3e catégorie. Je sais même pas comment on arrive à obtenir une 3e catégorie avec aussi peu de pente. C'est peut-être une erreur là de Pro Cycling Stat et de la Flamme Rouge, mais si c'est vrai, chapeau les mecs. Ensuite, on enchaîne avec Pucet. Donc là, c'est complètement plat, comme vous pouvez le voir. La côte de Méréville, 900 mètres à 4,2 de moyenne, là encore, vous voyez 500 mètres à 5,8, et puis ensuite c'est quasiment plat sur les 400 derniers mètres. Et puis on arrive dans le Loiret, passage notamment à Puiseaux, et puis on quitte le Loiret pour aller dans le 77 pour rejoindre Fontainebleau. On passe juste devant le château de Fontainebleau. Le final de l'étape est un petit peu compliqué. Alors
J'ai regardé sur Google Maps, j'ai dû faire de manière approximative parce qu'on n'a pas la carte comme sur le Tour de France. Sur le Tour de France, maintenant vous avez une carte interactive sur le site d'ASO à 3 semaines de la course, donc vous pouvez voir les difficultés, ce genre de choses. Là, j'ai fait avec Google Maps. J'aime bien aussi faire avec Google Maps pour voir vraiment la réalité du terrain. Donc là, on a une intersection à 700 mètres de l'arrivée, mais en fait, on a pas mal de difficultés auparavant. À partir des 700 derniers mètres jusqu'à l'arrivée, on a pas mal de difficultés. C'est dommage parce que auparavant, plus tôt, on aura des très belles routes. On arrive sur Fontainebleau avec des routes énormes, complètement protégées du vent. Vraiment, on est en pleine forêt. À 700 mètres de l'arrivée, vous avez cette intersection. En fait, cette intersection, c'est un énorme rond-point. Pour ceux qui connaissent un petit peu Fontainebleau, donc pour ceux qui ont été dans le sud de Paris au moins une fois dans leur vie, vous avez des énormes ronds-points au sud de Fontainebleau. C'est l'un d'entre eux. Vous avez un rond-point, notamment quand vous arrivez du sud, comme moi, vous arrivez sur Fontainebleau, vous avez des énormes ronds-points, mais vraiment, où c'est très très dur même de s'infiltrer dans ces ronds-points. Donc là, on arrive par un de ces énormes ronds-points. Donc vraiment, vous avez une place énorme, il faudra bien choisir son côté. Moi, je pense que le côté droite sera meilleur que le côté gauche. Voilà, il faudra bien choisir son côté parce qu'on peut faire au moins 100 ou 200 mètres de plus que ses petits copains. Ensuite, à 300, entre 700 mètres et 350 mètres de l'arrivée, on passe notamment devant le château de Fontainebleau. Faire attention, on a alors moi ce que j'appelle des petites bites de stationnement, mais vous savez ces petits poteaux en plastique. Alors est-ce qu'ils seront retirés ? Ça, c'est la grande question. Mais moi, sur les images de Google Maps, encore une fois, il y avait ces petites bites en plastique. Par contre, il y a un truc qu'on ne pourra pas retirer, c'est devant le château de Fontainebleau, comme on a sur les places. Vous avez ces petits ronds, ces petits blocs au sol un peu ronds là en métal. Donc ça, il faudra faire très attention parce que c'est très peu visible pour les coureurs qui sont dans le peloton. Et je pense que certains coureurs auraient envie de monter sur le trottoir. Donc je ne sais pas si ça sera bien bloqué par des barrières. ASO normalement sait faire en termes de sécurité, mais il faut quand même se méfier si c'était pas fait par ASO parce que ça pourrait être très dangereux. Et puis ensuite, donc on a cette courbe à entre 300 et 350 mètres de l'arrivée. Jusqu'à ce moment-là, on ne verra pas la ligne d'arrivée. Et ensuite, donc on est sur une route qui se resserre légèrement. On est sur une avenue un petit peu plus petite pour les 350 derniers mètres et le sprint final à l'arrivée du côté de Fontainebleau. On regarde du côté de la météo, le temps sera nuageux, 7 degrés sur le parcours entre 7 et 6 degrés. Pas de pluie, pas de risque de pluie par contre, le temps sera nuageux, parfois quelques éclaircies, mais il n'y aura pas de pluie sur le parcours. Le vent, il sera d'ouest pendant toute la journée, il ne va pas changer de direction pendant l'étape entre 15 et 35 km/h. Donc c'est la limite basse pour une bordure. Je dirais qu'en dessous de 30 km/h, vous n'avez pas de bordure et 30-35 km/h, c'est quand même compliqué de faire une bordure. Il faut que le vent soit parfaitement placé et que vous soyez plutôt à découvert. Il sera de dos pendant une majorité de la journée, sauf dans les 40 derniers kilomètres. Donc avant le sprint intermédiaire, vraiment 20-25 km avant le sprint intermédiaire, où on change de direction et ensuite on a une route qui est plutôt rectiligne à ce moment-là. Sauf que dans les 40 derniers kilomètres, on aura plutôt du vent 3/4 d'eau, mais en fait pas mal de forêt. On sera dans la forêt de Fontainebleau sur des grosses routes. Ça bien protégé, ça ne devrait pas permettre de coups de bordure. Du côté de la stratégie, moi je pense à un sprint massif. Un sprint massif un petit peu houleux parce que comme vous le voyez, le final est quand même pas simple et je pense que tout le monde aura repéré et que le final sera pas évident et tout le monde sera un petit peu tendu. Donc je pense qu'il y aura pas mal de chutes parce qu'on est quand même sur un deuxième jour de Paris-Nice et il y aura quand même des situations où parfois sur 500-600 mètres on aura peur d'un coup de bordure. Donc j'ai peur qu'on ait des chutes avec un peloton très très tendu, mais je ne pense pas à des coups de bordure et je pense que le vent est trop faible et surtout que la forêt de Fontainebleau va un peu trop protéger les coureurs dans le final pour des tentatives de coups de bordure. Du côté de mes favoris, moi je décide de mettre Sam Bennett. C'est toujours un coureur qui est performant cette période-là de la saison. En plus il a un très bon train.
Il faut savoir que chez Bora, on a plutôt privilégié Tirreno Adriatico au Tour de France. Il n'y a que Bob Jungels, grosso modo, qui pourrait jouer le général sur cette course. Donc je pense qu'on misera énormément sur Bennett, qui aura un train complet. Je pense à Arnaud Delis. Pourquoi Arnaud Delis? Parce que là aussi, on aura un train complet du côté du coureur belge. Il est en forme, il l'a montré sur le Grand Prix d'ouverture en Belgique. Là, c'est une course, même avec un petit peu de vent, c'est un coureur qui sait bien se placer. Bon, alors toujours le problème du côté de la Lotto, on le dit souvent, c'est l'organisation. Mais là, elle est plutôt pas mauvaise organisation parce que notamment, il y aura Jacopo Guarnieri pour l'emmener, avec également Pascal Encorn, également pour faire peut-être le job entre 1,5 km et 700-600 mètres de l'arrivée. Donc, il a 3-4 mecs qui peuvent être vraiment intéressants pour entourer Arnaud Delis. Et puis je termine avec Tim Merlier du côté des favoris pour moi. La Soudal Quick-Step qui mise sur les sprints. Casper Asgreen, Cavagna, De Klerk, Lamparch, Mauro Schmidt, Sénéchal. On mise majoritairement sur Tim Merlier. On n'a pas d'objectif du côté du classement général. Donc il aura un train magnifique pour l'emmener Tim Merlier. Donc ça devrait plutôt pas trop mal se passer. Même s'il n'aura pas vraiment de poisson pilote, je pense que c'est Sénéchal qui fera le rôle de poisson pilote, que Casper Asgreen sera avant Sénéchal pour faire le job auparavant. Il y aura peut-être Yves Lampart aussi. Ça peut jouer entre Yves Lampart et Sénéchal, parce qu'on sait qu'Yves Lampart a aussi une bonne petite pointe de vitesse du côté du placement sur cette étape. Moi j'ai décidé de mettre les coureurs à suivre. Arnaud Démare. Il n'a pas fait un grand UAE Tour, mais il était avec très peu de jours de course dans les pattes, donc peut-être que ça ira mieux. Jonathan Milan, vous savez que j'aime bien ce coureur. C'est un coureur puissant, avec un final un petit peu tortueux. Lui, il peut tenter de sortir dans la courbe à 300 mètres de l'arrivée. Jonathan Milan, il est capable de faire le sprint sur 300 mètres. Donc c'est un coureur sur lequel il faudra compter. J'ai pas mis Cadengrove, mais aujourd'hui, j'y crois pas des masses à Cadengrove. Mais bon, ça peut être un coureur sur lequel vous pouvez suivre. N'oublions pas également Dan Maclay. Voilà, il y a quelques autres coureurs qui pourraient réussir un sprint aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai décidé de me concentrer, Alexander Christophe aussi, mais moi j'ai décidé de me concentrer sur ces 5 coureurs-là. Le programme télé, ça sera sur Eurosport 2 et France 3. France 3 à partir de 15h10, Eurosport 2 à partir de 15h. En fait, les images seront disponibles à partir de 15h15 pour les télévisions internationales. C'est juste que Eurosport 2 a souvent tendance à faire des grosses avant-courses et un petit peu parler pour pas dire grand chose assez souvent. Donc là ils vont pendant 10 minutes vous allez avoir le retour sur l'étape de la veille, ce type de choses là, mais vous n'aurez pas d'image de la course, vous inquiétez pas, vous n'allez pas rater 10 minutes de course. Les images elles seront en direct en même temps pour France 3 Eurosport 2, donc 15h pour Eurosport 2, 15h10 pour France 3. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!